bienvenue. Aujourd'hui, on explore l'histoire fascinante de la NASA, l'agence spatiale américaine. Elle est née le 29 juillet 1958. Oui, et son histoire est vraiment liée à son époque, surtout au début avec la guerre froide. C'est ça. On va essayer de comprendre comment elle a été créée, ses grandes réussites, comme Apollo, la navette, l'ISS, et comment elle a évolué au fil du temps. Tout part d'un véritable électrochoc. Sputnik 1, lancé par les soviétiques en octobre 57. Ah oui, ça a dû secouer pas mal aux États-Unis. Absolument. Ça a montré, ou en tout cas ça a été perçu comme un retard technologique américain, et ça a poussé le président Eisenhower à réagir vite. Ah, il fallait centraliser, c'est ça, les efforts spatiaux civils qui étaient un peu partout. Exactement, ils étaient dispersés entre les militaires, des agences civiles, donc l'idée c'était de tout regrouper. C'est comme ça que la NASA est créée, en absorbant le NACA. C'était quoi déjà le NACA? Le National Advisory Committee on Aeronautics. C'était déjà un organisme de recherche aéronautique très pointu avec près de 8000 employés, des centres de recherche. Donc une base solide dès le départ. Tout à fait. Et très vite, d'autres morceaux importants sont venus s'ajouter, comme le JPL, le Jet Propulsion Laboratory, et même l'équipe de Wernher von Braun en 1960. Le père des fusées Saturn V, si je me souviens bien. Lui-même. Et très vite, l'accent est mis sur l'humain avec le programme Mercury, Alan Shepard, John Glenn, les premiers Américains dans l'espace. Mais le vrai coup d'accélérateur, le défi immense, c'est Kennedy en 61, non? Ah oui, le fameux discours. Un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. C'est le lancement du programme Apollo. Un objectif politique et de prestige énorme. Mais avant Apollo, il y a eu une étape intermédiaire, cruciale apparemment. Absolument. Le programme Gemini, entre 63 et 66. On en parle moins, mais sans Gemini, pas d'Apollo. Ah bon? Pourquoi? C'est là qu'ils ont appris à faire des rendez-vous en orbite, des sorties dans l'espace, des vols longs, toutes les techniques nécessaires pour aller sur la Lune. Ça a vraiment permis aux États-Unis de rattraper leur retard sur les Soviétiques à ce moment-là. D'accord. Et ensuite, c'est le triomphe d'Apollo. La fusée Saturn V, gigantesque. Une mobilisation incroyable, on parle de 400 000 personnes, un budget colossal, et bien sûr le 21 juillet 1969. Armstrong et Aldrin sur la Lune, Apollo 11. C'est ça. Et 5 autres missions ont suivi, ramenant des centaines de kilos de roches lunaires, installant des instruments, et même le fameux rover lunaire avec Apollo 15. Et pendant ce temps, les robots exploraient aussi. Oui, en parallèle, il avait les sondes Ranger, surveilleurs vers la Lune, et les premières marinées vers Vénus et Mars. L'exploration robotique commençait déjà. Mais après l'euphorie d'Apollo, les années 70 sont différentes, les budgets baissent. C'est ça? Oui, une réduction drastique. C'est aussi l'époque de la détente, symbolisée par la mission Apollo-Soyouz en 75, un Américain et un Soviétique qui s'amarrent en orbite. Et Skylab aussi, la première station spatiale américaine. Oui, Skylab, occupé en 73-74, puis abandonné. Et c'est dans ce contexte que naît l'idée de la navette spatiale. Approuvé en 72, premier vol en 81. L'idée, c'était de réduire les coûts avec un véhicule réutilisable. C'était l'objectif affiché, oui. Un succès technique indéniable, la navette a fait énormément de choses. Mais bon, les coûts opérationnels sont restés très, très élevés. Beaucoup plus que prévu. Et puis, il y a eu le drame de Challenger en 86. Oui, une tragédie qui a montré les risques de dépendre d'un seul système, aussi complexe soit-il. Mais l'exploration robotique, elle, continuait sur sa lancée. Ah oui? Les années 70-80, c'est Viking sur Mars en 76. Les premières images du sol martien, c'est Pioneer et surtout Voyager. Le fameux grand tour des planètes géantes par Voyager 2. Exactement. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, des images iconiques. Et puis Galileo vers Jupiter, Magellan vers Vénus. Et en 1990, le lancement de Hubble. Le télescope spatial Hubble qui a révolutionné l'astronomie. Totalement. Et les années 90, c'est aussi le début d'une nouvelle ère de coopération internationale avec la Station spatiale internationale, l'ISS. Un projet énorme, avec la Russie notamment. Oui, capitalisant sur l'expérience des vols vers la station russe Mir, et c'est aussi l'époque du faster, better, cheaper. Plus vite, mieux, moins cher. C'était quoi l'idée derrière NG? C'était une réponse aux échecs coûteux, comme Mars Observer. L'idée, lancée par Dan Goldin, était de faire plus de missions, plus petites, plus rapides, moins chères. Ça a donné des succès comme Mars Pathfinder et son petit rover Sojourner. Ah oui, je me souviens de ça. NG. Mais ça a aussi mené à des échecs, comme Mars Climate Orbiter ou Polar Lander. Moins de tests, moins de redondance, ça augmentait les risques. Et pendant ce temps, la NASA s'intéressait de plus en plus à notre planète aussi.
Oui, avec le programme EOS, Earth Observing System, des satellites comme Terra, Aqua, Aura pour étudier le climat, l'environnement. Une préoccupation croissante. Puis, une nouvelle tragédie en 2003, Columbia. Oui. Et ça a vraiment marqué la fin de l'ère de la navette. Décision de les retirer du service, dernier vol en 2011. Et ça a aussi conduit à annuler le programme Constellation. Le programme qui devait nous ramer sur la Lune. C'est ça. Jugé trop cher, pas assez réaliste par la commission Augustine, en 2010. Donc, changement de stratégie. Vers quoi? Le privé. En partie, oui. Pour la desserte de l'orbite basse et de l'ISS, la NASA s'appuie désormais sur des partenaires privés. SpaceX, Boeing, avec les programmes COTS et Commercial Crew. Ce qui libère des ressources pour la NASA pour aller plus loin. Exactement. La NASA se concentre sur le développement de ses propres capacités pour l'exploration lointaine, le lanceur lourd SLS et le vaisseau Orion. Et l'exploration robotique continue avec succès. Curiosity, Perseverance sur Mars. New Horizons, qui a survolé Pluton. Juno autour de Jupiter, et bien sûr le James Webb Space Telescope lancé en 2021 qui nous envoie des images incroyables. Et tout ça mène au programme actuel. Artemis, lancé en 2019. L'objectif est un retour humain sur la Lune, avec SLS, Orion, une future station en orbite lunaire, la Gateway, et des atterrisseurs lunaires fournis par le privé. Donc aujourd'hui, la NASA, c'est quoi? Toujours le leader mondial? Oui, elle reste un leader, avec un budget conséquent, même s'il est toujours sujet à débat. Elle pilote Artemis, maintient l'ISS, gère un portefeuille scientifique énorme, planètes, soleil, univers, terre, et n'oublie pas l'aéronautique. Mais elle opère dans un monde spatial différent, plus collaboratif, avec des partenaires internationaux et commerciaux de plus en plus présents. C'est fou le chemin parcouru depuis Spoutnik. De l'urgence de la guerre froide à cette agence scientifique mondiale qui a dû s'adapter au budget, au succès, au drame. Tout à fait. Une adaptation constante. Et ça pose la question pour l'avenir, n'est-ce pas? Avec de nouveaux pays, de nouvelles entreprises qui montent en puissance dans l'espace. Quelle sera la prochaine transformation de la NASA? Comment va-t-elle continuer à repousser les frontières tout en équilibrant la science pure et l'exploration humaine, peut-être plus durable cette fois, au-delà de la Terre? Une question passionnante pour les décennies à venir.